Il existe un type de perte qui détruit une femme d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. C'est pas la perte de l'homme le plus beau qu'elle ait connu. Ce n'est pas la perte du plus riche ou du plus réussi selon les standards superficiels du monde. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus dévastateur. C'est la perte de l'homme bon, de celui qui était là quand tous les autres partaient, de celui qui l'a aimée quand elle ne savait pas s'aimer elle-même, de celui qui la voyait entière quand elle se sentait brisée, de celui qui construisait un avenir pendant que les autres n'offraient que le présent. Et quand cet homme finit par partir, quand il ferme cette porte pour toujours et ne regarde jamais en arrière, quelque chose en elle se brise d'une manière qui ne peut être réparée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement, sans filtre, sans romantiser ce qui se passe réellement dans l'esprit et le cœur d'une femme lorsqu'elle perd l'homme bon. Pas ce qu'elle dit, publiquement, pas la version qu'elle partage avec ses amis, mais ce qu'elle ressent réellement à ces 3 heures du matin, lorsqu'elle est complètement seule et doit faire face à la vérité brutale de ses décisions. Parce que, croyez-moi, ce qu'elle expérimente suit beaucoup plus dévastateur que ce que quiconque peut imaginer de l'extérieur. Et ce n'est pas une théorie tirée de livres, ce n'est pas une spéculation romantique, c'est le schéma prévisible, presque mathématique, qui se produit encore et encore lorsqu'une femme échange la stabilité contre l'excitation superficielle, lorsqu'elle échange l'amour véritable contre une attention vide, lorsqu'elle échange quelqu'un qui construisait avec elle contre quelqu'un qui ne faisait que consommer son temps. Et la réalité brutale de ce qu'elle ressent lorsqu'elle ouvre enfin les yeux, alors qu'il est irréversiblement trop tard, est quelque chose que vous devez comprendre au plus profond de votre être. La phase initiale, le soulagement. Au début, pendant ses premiers jours ou premières semaines après le départ de l'homme bon, elle ressent quelque chose de complètement contradictoire, quelque chose qui va paraître étrange mais qui est absolument prévisible, du soulagement. Et je sais que cela semble n'avoir aucun sens. Mais écoutez-moi entièrement avant de juger. Si c'est elle qui a mis fin à la relation, si c'est elle qui a créé la distance émotionnelle, si c'est elle qui a prononcé les mots « ce n'est pas assez », j'ai besoin de plus, je veux quelque chose de différent. Alors ces premiers jours sont marqués par un sentiment de libération très réel. Enfin, je n'ai plus à gérer son besoin constant d'engagement sérieux. Enfin, je peux explorer d'autres options sans me sentir coupable. Enfin, je suis libre de cette pression invisible d'être la petite amie parfaite pour le petit ami parfait. Enfin, je peux être moi-même sans avoir à penser à construire un avenir tout le temps. Et ses amis, presque sans exception, renforcent complètement ce discours. Bien sûr, tu as pris la bonne décision, tu es beaucoup mieux sans lui. Tu mérites plus qu'un homme ennuyeux et prévisible. Tu as besoin d'excitation, tu as besoin de passion, tu as besoin d'aventure, tu as besoin de quelque chose qui te fasse sentir vivante, et elle y croit complètement temporairement. Elle sort plus qu'avant, elle publie davantage sur les réseaux sociaux des photos soigneusement sélectionnées qui projettent le bonheur et la liberté. Elle reçoit des vagues d'attention d'autres hommes qui n'osaient peut-être pas s'approcher parce qu'elle était prise. Et dans son esprit, tout cela confirme de manière apparemment irréfutable qu'elle a pris la décision absolument correcte. Regarde toute cette attention que je reçois maintenant. Regarde combien d'hommes intéressants me courtisent. Regarde combien d'options j'ai soudainement. Définitivement, sans aucun doute, j'ai bien fait de le laisser partir. Il me limitait. J'avais besoin de ça. Je mérite. Et pendant un temps, parfois des semaines, parfois des mois, selon la quantité de validation externe qu'elle reçoit, ce discours la maintient convaincue qu'elle est sur la bonne voie. Mais voici ce qui est fascinant, ce qu'elle ne peut absolument pas voir dans ce moment d'euphorie. Ce soulagement est complètement superficiel. C'est l'euphorie temporaire presque chimique de la nouveauté. C'est l'excitation artificielle de se sentir désiré par plusieurs personnes simultanément au lieu d'une seule. C'est l'adrénaline de l'inconnu, mais c'est pas du vrai bonheur. C'est pas une paix véritable, c'est pas une satisfaction profonde, c'est de la distraction très bien déguisée en liberté. C'est du bruit émotionnel déguisé en vie épanouie.
Le catalyseur est la réalisation brutale et inéluctablement aussi inévitablement que la nuit suit le jour, cette distraction commence à perdre son pouvoir hypnotique. Les semaines passent, peut-être les mois si elle est particulièrement douée pour rester occupée, et quelque chose de subtil mais de profond commence à changer lentement au début, presque imperceptiblement, comme une fissure microscopique dans un mur qui finira par provoquer l'effondrement de toute la structure. Cela commence par de petites choses, des moments apparemment insignifiants qu'elle essaie d'ignorer mais qui commencent à s'accumuler. Elle regarde un film qu'ils avaient l'habitude de voir ensemble, et pour la première fois depuis son départ, elle ressent quelque chose de différent du soulagement qu'elle éprouvait. Elle entend une chanson qui était la leur, et doit faire un effort conscient pour ne pas penser à lui. Elle passe devant ce restaurant où ils allaient et ressent une petite piqûre de quelque chose qu'elle ne peut pas encore identifier complètement. Et chaque fois que cela se produit, elle le repousse, l'ignore, se distrait avec son téléphone, avec ses nouvelles conquêtes, avec tout ce qui l'empêche de penser. Mais ces petites piqûres commencent à apparaître plus fréquemment. Elles deviennent plus difficiles à ignorer jusqu'à ce qu'un jour quelque chose de spécifique se produise. Quelque chose qui agit comme un catalyseur, comme ce moment dans les films où tout devient clair d'un coup. Peut-être que l'un de ces nouveaux hommes qui semblait si intéressant la déçoit d'une manière spécifique, peut-être qu'elle a une crise, et qu'aucun de ces nouveaux prétendants n'est réellement là pour elle, de la manière dont elle a besoin. Peut-être qu'elle voit simplement quelque chose qui fait que tout s'imbrique soudainement, et à cet instant, elle commence à voir avec une clarté brutale, douloureuse, indéniable, ce qu'elle avait vraiment, et ce qu'elle a vraiment perdu. Et croyez-moi, quand je vous dis cela, cette réalisation est dévastatrice d'une manière que les mots ne peuvent pas complètement saisir. La comparaison et le regret existentiel. Écoutez-moi avec une attention absolue, car c'est là que tout le processus prend un tournant dramatique vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Elle commence à comparer et au début c'est pas conscient, c'est pas délibéré. Son cerveau le fait simplement automatiquement comme une fonction en arrière-plan qu'elle ne peut pas désactiver. Elle compare les nouveaux hommes qu'elle rencontre, qui la courtisent, qui lui offrent excitation et aventure avec lui, avec l'homme bon qu'elle a laissé partir. Et quelque chose d'absolument inattendu se produit. Quelque chose qui la secoue jusqu'à la moelle. Aucun de ces nouveaux hommes, pas un seul, n'arrive même de loin à la cheville de l'autre. Le beau mec qui semblait si attrayant et superficiel au point d'être vide. Il ne veut qu'une chose et n'essaie même pas de bien le cacher. Le type à succès, qui semblait si impressionnant avec son argent et son statut, est narcissique à des niveaux presque comiques. Chaque conversation revient inévitablement à lui, à ses réussites, à son importance. Le type excitant qui promettait l'aventure s'avère émotionnellement instable, sans direction réelle dans la vie, vivant au jour le jour, sans plan ni but. Et soudain, comme si quelqu'un allumait une lumière dans une pièce sombre où elle trébuchait, toutes ces choses qu'elle tenait pour absolument acquises chez l'homme, bon commencent à briller d'une intensité presque aveuglante, précisément par leur absence totale chez tous ces autres hommes. Sa stabilité émotionnelle inébranlable, cette capacité presque surnaturelle de rester calme, d'être son ancre quand tout autour n'était que chaos et tempête, son soutien inconditionnel qui semblait sans fond, cette façon qu'il avait d'être toujours là, sans faute, quand elle en avait besoin, quelle que soit l'heure, quelle que soit la gêne occasionnée pour lui, sa manière spécifique et unique de la vire. Pas seulement comme un corps attrayant que d'autres hommes convoitent, pas seulement comme une conquête temporaire, mais comme une personne complète avec des rêves, des peurs, du potentiel, avec une valeur qui allait bien au-delà du superficiel. Sa patience apparemment infinie avec ses sautes d'humeur, avec ses moments difficiles, avec ses jours impossibles, sa bonté véritable qui n'attendait rien en retour, sa cohérence jour après jour, quelque chose de si rare dans un monde où tout est volatile et temporaire. Tout cela qui lui paraissait si ordinaire, si commun, si ennuyeux quand elle l'avait tous les jours, semble maintenant extraordinaire, inestimable, irremplaçable maintenant qu'elle l'a perdu.
C'est exactement comme ces choses que vous avez tous les jours et qui deviennent complètement invisibles pour vous. L'air que vous respirez, la gravité qui vous maintient au sol, le soleil qui se lève chaque matin. Vous ne remarquez leur importance fondamentale. Vous n'appréciez leur valeur absolue que lorsqu'ils disparaissent soudainement ou lorsque vous imaginez à quoi ressemblerait la vie sans eux. Et cela l'amène directement à une réalisation qui la détruit de l'intérieur. Elle n'a pas laissé partir l'homme bon parce qu'il n'était pas suffisant, parce qu'il avait des défauts insurmontables, parce qu'il ne répondait pas à une norme objective. Elle l'a laissé partir parce qu'elle, à ce moment précis de sa vie, n'était pas le moins du monde, prête à apprécier ce qu'elle avait, parce qu'elle cherchait désespérément des feux d'artifice et des explosions émotionnelles, alors qu'il lui offrait quelque chose de beaucoup plus précieux, mais moins évident, un foyer, parce qu'elle a confondu sa stabilité avec l'ennui, parce qu'elle a interprété sa prévisibilité comme un manque d'excitation, parce qu'elle pensait que le véritable amour signifiait un drame constant, des disputes intenses suivies de réconciliations passionnées, alors qu'en réalité, le véritable amour est une paix profonde. C'est savoir que quelqu'un est là, sans avoir besoin de le prouver constamment. La perte irréversible et la culpabilité. Et voici quelque chose qui la détruit littéralement de l'intérieur, qui la maintient éveillée pendant ces heures sombres de la nuit. Elle commence à se demander avec un désespoir croissant. Et si c'était lui? Et si cet homme spécifique était celui avec qui je devais construire toute ma vie? Et je l'ai laissé partir par pure stupidité et immaturité. Et si jamais de tout le temps que me reste à vivre, je ne trouve plus jamais quelqu'un qui m'aime avec cette profondeur, cette authenticité, cette cohérence. Ces questions ne sont pas anodines, ce ne sont pas des pensées passagères. Elles s'installent dans son esprit comme des résidents permanents. Elles apparaissent à 3 heures du matin quand elle est complètement seule et que la distraction de la journée s'arrête enfin. Elles apparaissent quand elle est avec quelqu'un de nouveau, mais ne peut s'empêcher de comparer. Elles apparaissent quand elle voit des couples heureux et pense avec une piqûre aiguë de douleur. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma vie. Et la vérité à laquelle elle doit faire face finalement, même si elle se bat contre elle de toutes ses forces, est absolument brutale dans sa simplicité. Elle a échangé de l'or véritable contre de faux éclats. Elle a échangé une substance véritable contre une surface attrayante mais vide. Elle a échangé quelqu'un qui l'aimait pour exactement qui elle était, avec tous ses défauts et imperfections, contre des gens qui ne la veulent que pour son apparence, ou ce qu'elle peut leur offrir temporairement. Et cette réalisation, fait mal, d'une manière qu'elle n'a pas de mots pour exprimer complètement, parce que ce n'est pas simplement qu'elle a perdu quelque chose de précieux, quelque chose de rare, quelque chose de spécial, c'est qu'elle-même, de ses propres mains, par ses propres décisions, l'a activement détruit. C'est pas quelque chose qui lui est arrivé, c'est quelque chose qu'elle a fait arriver. C'était sa décision, c'était son erreur, c'était son manque de vision. Et cette responsabilité personnelle génère une culpabilité sans fond, sans fin. Mais attendez, car il y a quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus dévastateur. Elle ne ressent pas seulement la perte aiguë de lui en tant que personne, en tant que présence dans sa vie. Elle ressent la perte de tout ce qu'ils auraient pu être ensemble, de tout l'avenir qu'elle a détruit avant qu'il ne puisse se matérialiser. Et son esprit cruel, dans sa capacité à la torturer, commence à construire des scénarios alternatifs, détaillés et vifs. Si seulement j'avais été plus patiente avec lui. Si seulement j'avais valorisé ce que j'avais quand je l'avais. Si seulement j'avais mûri émotionnellement quelques mois plus tôt. Elle voit avec une clarté douloureuse l'avenir complet, qu'elle a sacrifié, la belle famille qu'ils auraient pu former, les enfants qu'ils auraient pu avoir, la vie stable et significative qu'ils auraient pu construire ensemble, brique par brique, jour après jour, les années et les années de camaraderie véritable, d'intimité profonde, de croissance mutuelle qu'elle a jetée à la poubelle pour des moments éphémères d'excitation superficielle qui n'ont rien laissé de durable. Et c'est pas seulement une douleur émotionnelle normale qui guérit éventuellement, c'est un regret existentiel.
C'est le type spécifique de regret qui vous hante littéralement pendant des années, pendant des décennies, qui apparaît dans les moments les plus inattendus quand vous êtes avec quelqu'un de nouveau, mais savez au plus profond de votre être que ce n'est même pas de loin la même chose. Quand vous voyez un couple véritablement heureux faire quelque chose de simple, comme acheter des provisions ensemble, et que vous pensez avec une tristesse qui vous écrase, ça aurait dû être moi. Quand vous réalisez avec une horreur croissante que vous cherchez désespérément chez chaque nouvel homme exactement les mêmes qualités qu'il possédait naturellement sans effort, l'ironie cruelle et la leçon finale. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond que très peu de gens comprennent vraiment. Quand une femme perd l'homme bon, elle ne perd pas seulement cette personne spécifique avec ce nom spécifique. Elle perd aussi quelque chose de fondamental d'elle-même, une partie de son identité, une partie de la façon dont elle se voyait, parce que cet homme la voyait d'une manière qu'absolument personne d'autre dans sa vie ne l'a jamais vue avant ou après. Il la voyait avec un amour véritable, qui ne demandait rien en retour, avec une patience infinie, avec un espoir réel en celle qu'elle pouvait devenir. Il voyait son potentiel le plus élevé, même quand elle ne pouvait pas le voir en elle-même. Et quand ce miroir disparaît pour toujours, quand ce regard d'amour inconditionnel et véritable n'est plus disponible pour elle, elle se sent tellement plus petite, moins précieuse, moins complète, comme si elle avait perdu une partie intégrale de son identité qu'elle ne peut récupérer d'aucune autre source. Et voici une ironie absolument cruelle qui la détruit lorsqu'elle la reconnaît enfin. Pendant qu'elle était avec lui, pendant qu'elle avait cet amour disponible tous les jours, elle se plaignait probablement constamment qu'il était trop intense avec son amour, qu'il l'aimait trop, qu'il était trop présent, trop disponible, trop constant, qu'elle avait besoin de plus d'espace, plus de liberté, plus d'indépendance. Mais maintenant qu'il est parti pour toujours, maintenant que cet amour profond et inconditionnel n'est plus disponible pour elle sous aucune circonstance, elle réalise avec une clarté qui fait mal physiquement à quel point ce type d'amour est incroyablement rare. À quel point il est difficile à trouver dans ce monde cynique et superficiel que la grande majorité des hommes n'aiment pas de cette façon. La plupart aiment de manière très conditionnelle, tant que vous êtes physiquement attrayante selon leurs normes, tant que vous faites ce qu'ils veulent, tant que vous avez une certaine apparence, tant que vous ne causez pas de problème, tant que vous êtes pratique pour eux. Mais l'homme bon aimait sans ces conditions restrictives. Il aimait même ses défauts évidents, même dans ses pires jours, même dans ses moments de faiblesse maximale, même quand elle n'était pas du tout aimable. Et ce type d'amour inconditionnel et profond est si extraordinairement rare que la plupart des gens ne l'expérimentent jamais une seule fois dans toute leur vie. Et elle l'a eu disponible tous les jours et l'a jeté littéralement à la poubelle, comme s'il ne valait rien. Et maintenant, elle doit vivre chaque jour avec cette réalité, avec cette connaissance, avec ce regret, la tentative de retour et l'impossibilité. Et voici quelque chose à quoi vous ne vous attendiez probablement pas, mais qui est absolument prévisible. Elle commence à le chercher désespérément chez d'autres hommes, pas nécessairement de manière consciente, mais elle le fait. Elle cherche sa patience spécifique chez le type impatient qu'elle vient de rencontrer et qui s'énerve si elle ne répond pas à ses messages en 5 minutes. Elle cherche sa stabilité émotionnelle chez le type volatile qui l'enthousiasme, mais qui explose pour n'importe quelle petite chose. Elle cherche sa bonté véritable chez le type égoïste qui ne pense qu'à ses propres besoins et jamais aux siens. Et évidemment, inévitablement, douloureusement, elle ne trouve jamais ces qualités chez ces autres hommes, car il était fondamentalement unique. Sa combinaison spécifique de qualités, de valeurs, de manière d'être ne se réplique pas facilement, ne se trouve pas à chaque coin de rue, n'est pas disponible chez chaque homme qui montre de l'intérêt et chaque fois qu'elle ne le trouve pas, chaque fois qu'un autre nouvel homme échoue à combler, ne serait-ce qu'une fraction de l'espace qu'il comblait, la douleur s'intensifie, s'approfondit, devient plus aiguë. Car c'est un autre rappel brutal qu'elle a laissé partir quelque chose de véritablement irremplaçable. Non seulement rare, non seulement difficile à trouver, mais littéralement irremplaçable dans sa spécificité.
Et cette réalisation cumulative la conduit finalement à faire quelque chose qui vient d'un lieu de désespoir absolu. Elle essaie de revenir vers lui. Peut-être le fait-elle directement